Bonjour, j'espère que vous allez bien et que cette rentrée se passe très bien pour vous et que vous arrivez à suivre le rythme des cours. Donc bienvenue sur la chaîne. En quoi cette chaîne va consister? Donc on va poser les bases pour commencer. Si vous voyez que je m'exprime pas comme le prof cliché, c'est normal, on est là pour se poser, on n'est pas dans un cadre d'école, on est à la maison, on étudie pour le plaisir et on est là pour chill out un peu. Donc c'est parti. Donc sur cette chaîne, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Bon, je vais le répéter plein de fois dans cette vidéo, mais dans les commentaires, si vous n'avez pas compris un certain chapitre, un certain exercice, donc n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et bien sûr, vous me préciserez votre classe, le chapitre, et si vous voulez pas m'envoyer des photos, bien sûr, sur les commentaires, c'est difficile, donc n'hésitez pas à aller sur mon compte Insta ou PMDM et je ferai mon maximum pour répondre à toutes vos questions. Donc, c'est parti, sans attendre. Attaquons le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'étude des fonctions. Bon, comme vous avez pu le voir à peu près depuis 2 minutes quand je racontais ma vie. Donc, l'étude des fonctions, c'est quoi? Alors, ça se décrit en 5 étapes. Donc on a la première étape où il faut définir le domaine de définition, puis la deuxième étape où il faut calculer la dérivée, puis en troisième lieu chercher les maximums et les minimums. Bon là je passe un peu vite le sommaire, comme ça je vous expliquerai chacun des étapes plus précisément quand ils viendront. Puis calculer le tableau de signes et limiter les images pour finir. Ok, alors pour cette première étape, domaine de définition. Alors, qu'est-ce que c'est? Le domaine de définition, c'est quelque chose de fondamental où vous pensez que c'est pas très important, mais en vrai, ça l'est. Hop là. Bon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Alors, pour vous faire prendre conscience de l'importance du domaine, je vais prendre un exemple. Donc, on va tracer un petit graphe au pif. Moi, j'ai pris le premier exemple qui est venu en tête. Donc, si vous voyez que j'ai pas fait trop preuve d'imagination, bon, bah, faut pas m'en vouloir. Hop, article et prix en euros. Ok, donc je vais faire un petit graphe, je sais pas, hop, comme ça. Donc ça, on va dire que c'est un marchand qui estime le prix qu'il a par rapport au nombre d'articles qu'il vend. Et ici, je vais prendre un exemple, admettons que je vends 3 articles, et bien il va se faire un certain prix dessus, hop, on va dire de 10 euros. Ok? Et ici, le domaine de définition, on voit qu'il est compris entre 0 et 100 euros. Ok. C'est pas à l'échelle, mais c'est juste pour un exemple. Ok? C'est un petit croquis d'exemple pour que vous puissiez comprendre. Donc là, on est situé, on va dire, entre 0 et 100 euros. Alors, en quoi le domaine est important? Parce que ça donne du sens déjà à notre fonction. Et on verra un peu, quand je vous aurai expliqué, vous allez voir que chaque fonction correspond à une situation spécifique. Ok. Donc voilà, j'ai tracé ça. Alors, pourquoi c'est important le domaine de définition? Là, en tout cas, dans notre contexte, si je prends ici 4, ok? Je vais prendre 4. Ok. Et bien, on va se dire que pour 4 articles vendus, selon ce graphe, bien sûr, hop, là, pour l'instant, on oublie celui-là, on est sur celui-là, le bleu. Donc, pour 4 articles vendus, on va se dire qu'il se fait 5 euros. Sauf que, comme on le sait, là, on a une fonction où notre 4, il a pour antécédent 5 euros, mais aussi un deuxième qui est juste là. On va dire c'est moins 11 euros. Et c'est là où vous allez prendre conscience de l'importance du domaine. C'est que là, ce que je dis, c'est que je vends 4 articles et que moi, je donne 11 euros au client. Non, mais la fête, quoi. Genre, jamais la vie, je donne 11 euros à un client alors qu'il a pris mes articles à moi. Non. Parce que le business, là, ça veut dire que il coule, hein. Ok. Bon. Donc ici, on prend conscience que les domaines, c'est important parce que je ne peux pas définir, en tout cas dans mon exemple, une courbe qui va de moins 11 à 100 euros. C'est pas possible parce que je peux pas, comme ce que j'ai dit, vendre 4 articles et
moi-même donner 11 euros au client parce qu'il a acheté 4 articles. D'accord? Donc vraiment, chaque fonction a son domaine qui est associé à une certaine situation ou à une certaine étude. Voilà. Ici, je souhaite savoir le domaine de g de x. Alors, comment calculer? Pour ça, je vais définir 4 ensembles qui sont fondamentaux. Alors, on va effacer celui-là. Les réels positifs, les réels non nuls, et les réels positifs et non nuls. Ok. Majoritairement, ça sera ces 4-là. Donc, on va essayer de trouver auquel des 4 ensembles appartient notre fonction g de x. Et pour ce faire, il faut que vous compreniez une chose fondamentale. Quand on étudie le domaine de définition d'une fonction à fraction, il faut que vous preniez conscience que le plus important va se faire ici, au dénominateur. Pourquoi? Alors pourquoi ce dénominateur est si important? Parce que on ne peut pas le mettre à égal à 0. Donc on doit vérifier si notre dénominateur est non nul. Ok? C'est vraiment le principal. Donc c'est ce qu'on va tester en premier. Ok, on va voir si pour x égale à 0, qu'est-ce que nous donne x carré plus 1. Donc on s'attend à un résultat qui doit être différent de 0. Donc faisons-le. Si je fais 0 au carré plus 1, eh bien ça me donne 1. Bah super, parfait. On voit que le résultat ici, il est différent de 0. Donc déjà, je suis sûr que cette fonction peut appartenir à l'une de ces deux-là. Donc, n'appartient pas à ces deux-là. Vient de prouver que en remplaçant x par 0, eh bien j'ai un résultat différent de 0. Du coup, là, je vois qu'il n'appartient pas à l'ensemble des réels non nuls. Ok. Et en ce qui concerne ces deux petits filous là, qui sont juste là, avec les réels et les réels positifs, bon, ça se fait rapidement. On le remplace par moins 1 pour juste tester cette condition. Est-ce qu'il est obligé que mon x soit positif? Eh bien, si je fais moins 1 au carré plus 1, eh bien, ça me donne 2. Alors attention, hop, je mets la parenthèse, parce que sinon, c'est un autre résultat. Donc, si je fais moins 1 le tout au carré, plus 1, ça me fait 2. Donc, j'ai un résultat qui ne dérange pas ma fraction. Donc ici, ça ne me dérange pas que ce soit négatif, ou positif même. Donc, on voit que cet ensemble-là n'est pas concerné par notre fonction. Donc, on peut en conclure que g de x appartient au réel. Alors, bien sûr, quand je vais faire la vidéo sur les ensembles, on va comprendre pourquoi on a ces différents ensembles où il y a non nul et positif et tout ça. Ok. Donc là, on vient de montrer que g de x appartient à R. Et bien, passons à la partie la plus drôle, dérivée. Bon, parfois, c'est une partie où généralement les élèves ils bug un peu, mais je comprends pas pourquoi, parce qu'en vrai, c'est la partie la plus simple. Donc ici, on a une fonction du type u sur v, ok? Et la dérivée de u sur v, je rappelle, c'est u' v moins uv' sur v carré. Donc ça, c'est des formules à apprendre un peu quand même, enfin à savoir. Bien sûr, il y a des démonstrations qui existent. N'hésitez pas à aller chercher sur Internet. Aujourd'hui, on a une technologie où on peut aller chercher toute la connaissance. Donc, n'hésitez pas à chercher sur Internet la démonstration. Et ou sinon, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me dire. Moi, ça, je le ferai avec plaisir. Alors, bien sûr, les dérivés, on peut en discuter beaucoup dessus. Mais encore une fois, ça aussi, ça sera le cœur d'une autre vidéo que je ferai par la suite. Ok, alors, ce qui concerne le calcul des dérivés, c'est parti. Alors, j'identifie u avec 2x plus 3 et v avec x carré plus 1. Donc maintenant, si je dérive u', j'aurai 2. Et si je dérive v, j'aurai 2x. Bon, à partir de là, je peux calculer g' de x. Alors, pour g' de x, on se retrouve au résultat. Donc, voici le résultat de la dérivée de g de x. Hop, voilà. Donc, on a quelque chose du type...
Bon, ok, d'accord. Maintenant, c'est la dérivée qui commence à clignoter. Bon, c'est pas grave. Donc, on a quelque chose du type moins 2x carré, moins 6x plus 2, le tout sur x carré plus 1, le tout au carré. Ok. Alors, passons à l'étude des extrémums, c'est-à-dire le maximum et minimum. Alors, cette partie, c'est vraiment la partie la plus importante des dérivés. Il y a certaines subtilités qui sont importantes à comprendre. Je vais énoncer que certaines pour que vous compreniez un peu les études de fonctions, pour pas être non plus trop abstrait. Mais bien, il y a beaucoup de choses à dire sur l'étude de fonctions parce que il est vraiment composé de plusieurs thématiques, de plusieurs chapitres de maths. Et celle-ci, c'est-à-dire les dérivés, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je vais faire en très raccourci, juste pour que vous compreniez. Ok. Donc, d'abord, avant de rentrer dans les détails, on va poser les bases du calcul. On va calculer les extrémums, le maximum et le minimum. Alors, pour connaître le maximum et le minimum, on se revient à demander quand est-ce que notre dérivée, d'accord, qui est là, eh bien, elle est supérieure ou égale à 0. Bien sûr, se dire ça, c'est aussi équivalent à se dire quand est-ce que g' de x est égal à 0. D'accord? Moi, je préfère prendre le cas général, se dire quand est-ce que il est supérieur ou égal à 0. Mais bien sûr, c'est pareil. C'est vraiment même si vous avez envie de l'écrire de telle sorte, d'accord, vous pouvez. C'est juste moi, j'aime bien les inégalités que les égalités. C'est juste une préférence. Il n'y a rien de particulier de mathématique dessus. Ok. Donc, se demander quand est-ce que j'ai pris x il est supérieur ou égal à 0, et bien c'est se revenir à demander quand est-ce que mon numérateur est nul. D'accord? Et pas le dénominateur, encore une fois. Parce que je vous jure, si tu regardes, si tu écris une division du type 3 divisé par 0, je vous assure, si votre prof voit une division par 0, il risque de péter un câble, et j'en serais pas la raison. Donc, ok. What? Bro, what are you talking about, man? Donc voilà, retenez bien que division par 0, c'est jamais. Quand on pose ce genre d'équation là, on s'intéresse au numérateur quand c'est une fraction. Ok. Donc on va réécrire ça. Moins 2x carré plus combien c'est... Non, c'est moins 6x. Bah super, hop. Plus 2. Quand est-ce qu'il est supérieur ou égal à 0? Ok. Donc, on va faire ce petit calcul. Alors pour savoir ça, alors pourquoi? Parce qu'ici, le numérateur de la dérivée de g dx, eh bien, c'est une fonction polynomiale du second degré qui s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c. D'accord? Donc on va d'abord identifier notre a, b, c. Donc a égale à moins 2, b égale à moins 6, c égale à 2. Ok? On fera attention au signe. Ici, j'ai bien pris le moins, d'accord? Parce que dans l'identification que j'ai faite, le a ici, il est positif. Donc là, c'est comme si j'écrivais plus moins 2. Donc a, c'est bien moins 2. Ok. Donc pour ça, je vais calculer ça et on se retrouve au résultat. Donc ici, j'ai trouvé que mon discriminant était égal à 52. Donc si le discriminant est supérieur à 0, c'est que ma fonction admet... Ma fonction admet 2 racines. Et encore une fois, j'insiste, ce truc de racine, c'est pas à prendre à la légère, ça s'interprète selon les équations que vous avez devant vous. D'accord? Et ça, je vous expliquerai dans la vidéo des dérivés à quoi ça sert exactement. Donc n'hésitez pas, quand je vais le poster, à le voir, à partager autour de vous, comme ça, vous ne serez pas les seuls à être des génies. C'est bien que les autres aussi le soient. Et ben ouais, parce que je parle beaucoup, je suis une pipelette. Hop. 2a. Alors, on a les deux racines qui s'écrivent sous la forme de x1, x2 avec x1
égale à moins b plus racine de delta sur 2a, et x2 moins b moins racine de delta sur 2a. Encore une fois, je vais faire les calculs en substituant b et a et delta par leurs valeurs respectives, d'accord? Et on se retrouve au résultat. Ok, donc là, on a x1 égale à moins 3,3 et x2 égale à 0,3. Donc maintenant, on a calculé les racines, on va faire ce qu'on appelle dresser le tableau de signes. Donc c'est pour ça qu'on fait le calcul des dérivés et l'étude du maximum et minimum. Donc avec le tableau, ça va prendre un peu plus de sens. Alors je conçois que ça puisse rester encore un peu abstrait, mais ne vous inquiétez pas, tout ça sera résolu avec la vidéo des dérivés. Je sais, j'insiste, mais bien sûr, si vous pensez, parce qu'on peut penser ça, hein, parce que dans le YouTube Game, on fait beaucoup ça pour ça, mais je vous dis pas d'écrire des commentaires juste pour écrire des commentaires et que je monte dans les tendances, mais c'est plus vraiment pour qu'on puisse avoir une interaction et que je puisse vous aider dans vos cours et vos études, parce que votre réussite est très importante. Ok, donc là j'ai remplacé x1 et x2, enfin j'ai placé x1 et x2 sur ma bande d'ensemble, ok. J'ai mis x1 à gauche et x2 à droite parce que x1 est plus petit que x2, voilà. Donc ici j'ai placé un 0, sauf que ces 0, ça veut... Alors dans ce contexte-là, je vais le faire très rapidement, ça ne veut pas dire ces 0-là, d'accord? Le 0 que j'ai fait, enfin les 0 qui sont ici, bah c'est eux qui vont nous dire, au contraire, alors attendez, hop, le maximum et le minimum, d'accord? Encore une fois, ça c'est, je vous dis ça à la va-vite, mais c'est pas à prendre à la légère, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien comprendre, mais ça arrivera bientôt sur une prochaine vidéo. Donc je reprends la fonction de la dérivée, donc on a moins 2x moins 6x, enfin moins 2x carré moins 6x plus 2, avec a qui est négatif, et quand a est négatif, c'est une petite méthode mémotechnique à retenir, quand a est négatif, ça fait moins plus moins, d'accord? Donc à partir de là, je peux tracer les flèches, hop, hop là. Donc déjà, on voit approximativement l'allure de notre courbe, d'accord? Même si on ne sait pas exactement à quoi elle ressemble, on a déjà une première allure, ok? Maintenant qu'on a fait ça, on va faire le calcul de limite et d'image. C'est la dernière étape. Et je sais que la vidéo est assez longue, mais c'est un sujet qui demande d'être bien traité. Et on ne doit pas aller vite. Donc n'hésitez pas à mettre en x2 ou en x1,5 la vidéo pour que ça aille plus vite. Voilà, chacun apprend à son rythme. Ok. G de x1. Alors à quoi c'est égal? On remplace pas dans la fonction. Hein. Donc 2 fois moins 3,3 plus 3, le tout sur moins 3,3 au carré plus 1. Donc ça, bien sûr, j'ai fait les calculs en amont, bien sûr. Et ça me donne moins 0,3. G de x1. Ok? Donc ça, c'est G de x1. Hop là. Bon, on fait les calculs ensemble parce que c'est vraiment rapide. Et j'ai calculé G de x2. G de x2, c'est égal à 2 fois 0,3 plus 3, le tout sur 0,3 au carré plus 1. Ok. Donc tout ça, ça me donne 3,3. Ok. Donc là, on va reporter ces valeurs que je vais... ici, je vais faire un petit coup de violet pour que vous puissiez comprendre ça. Alors, G de x1, j'ai dit que c'était moins 0,3. Et G de x2, j'ai dit que c'était 3,3. Ok. Déjà, il faut comprendre que c'est logique, parce que ici j'ai moins 0,3 et j'ai 3,3. Ok, c'est logique. C'est-à-dire qu'il y a bien une croissance de moins 0,3 à 3,3. Et là, on vient de déterminer notre maximum et notre minimum. Maximum, minimum. Ok? Voilà. Donc, ici, on comprend bien que je faisais ces calculs, c'est bien pour connaître le maximum et le minimum. Comme ce que j'ai dit dans le sommaire, dans les 5 premières étapes. Maintenant qu'on a calculé ça, on peut passer sur le calcul des limites, justement, pour définir les bornes qui sont là.
Et pour ça, on va faire tendre la limite, vu que notre antécédent, c'est moins l'infini et plus l'infini. Ok, en ce qui concerne les limites, dernier petit calcul, là, on tient bon. On va faire la limite de x, pardon, quand il tend vers plus l'infini, de g de x. Alors, c'est égal à la limite de x quand il tend vers plus l'infini de 2x plus 3 sur x carré plus 1. Alors, pour faire ce genre de calcul, c'est très simple. On va factoriser par x, comme ça, on enlève un x. D'accord? Alors, c'est parti. Limite de x quand il tend vers plus l'infini de x facteur de 2 plus 3 sur x, d'accord? Le tout sur x facteur de x plus 1 sur x. D'accord? Ok, super. Là, ici, je simplifie mes x. Et ensuite, ce qui me reste, c'est du 2. Alors, si je fais tendre tout vers l'infini, cette partie-là, on a quoi? On a du 3 sur l'infini, c'est égal à 0. Ici, on a du 1 sur l'infini égale à 0. Et ce qui nous reste, finalement, c'est limite de x quand il tend vers plus l'infini de 2 sur x. D'accord? Et comme tout à l'heure, encore une fois, ça nous donne 0. Donc au final, notre fonction, au total, quand x tend vers l'infini, bah, g de x tend vers 0. Donc de g de x, c'est égal à 0. Donc cette valeur-là, je vais le reporter en vert sur mon tableau. Donc je vais sur plus l'infini. Hop, je tends vers 0. Super, ça paraît logique. Maintenant, dernier calcul de limite. Je vais calculer limite de x quand il tend vers moins l'infini, cette fois-ci, de 2x plus 3 sur x carré plus 1. Ok. Sauf que là, si j'utilise la même méthode, on verra que c'est pareil. On va se retrouver à avoir la limite qui va tendre vers 0. Je vais quand même vous le refaire très rapidement. Donc, hop. Je refactorise de la même manière. Hein. Vraiment, il n'y a rien qui change. Hop là, tac, ça part. Il nous reste du 1 sur x. On est tout bon. Donc là, pareil, ça sera 0. Ici, ça sera 0. Ici, ce qui va nous rester, ça sera du 2 sur x, qui vaudra 0 aussi quand je vais faire tendre x vers l'infini. Donc on a limite x quand il tend vers moins l'infini de g de x, qui est égal à 0 aussi. Donc ça aussi, je le reporte. Donc ça, c'est 0. Ok? Bien sûr, n'hésitez pas à tracer la fonction g de x sur la calculatrice pour pouvoir bien constater les variations qu'on voit ici. Donc voir le maximum et le minimum. Alors, je vous conseille une calculatrice scientifique en ligne qui s'appelle Numworks. C'est une calculatrice en ligne, normalement en surface elle coûte 80 €. Ici c'est gratuit et on est là pour la gratuité nous. On n'est jamais la vie où on paye 80 € dans une calculatrice aussi tech. Donc voilà, on a fini l'étude de fonction. Donc je fais un petit débrief. On a calculé d'abord le domaine. Une fois qu'on a calculé le domaine, on fait la dérivée qui va nous servir derrière pour l'étude des maximums et des minimums. Une fois qu'on a calculé où est-ce que notre fonction atteint un maximum ou un minimum, on tresse le tableau de variation en définissant les signes, c'est-à-dire comment la courbe varie, c'est-à-dire ici elle décroît, puis elle croît, puis elle décroît. On calcule les images, puis les limites, et on a un tableau tout complet qui est parfait. Et encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je fasse une vidéo en particulier. Et si vous avez des questions par rapport à vos cours, vos exercices, n'hésitez pas à me contacter sur Insta. Le lien sera mis en description. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Et prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Bye bye.